Bonjour tout le monde, bienvenue à Chouette en ce lundi 2 mars 2026. Les événements qui se passent autour du monde nous ont cloués au sol et on profite de ce temps effectivement pour mener notre combat. Bienvenue à Chouette et aujourd'hui je vais vous parler d'une méthode de la conservation de la tomate qui va totalement bouleverser les habitudes agricoles et alimentaires dans les pays sous-développés et ainsi faisant, initier une industrialisation de la tomate qui a le potentiel de freiner ou alors de stopper les importations à outrance de la tomate concentrée et permettre à ces pays de devenir potentiellement des exportateurs de la tomate séchée, car c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, madame, bienvenue dans mon désormais champ de bataille. Je m'appelle Martial Eba, consultant agro-industriel basé au Royaume-Uni, 30 ans d'expertise agroalimentaire qui m'a amené partout dans le monde, travaillant avec plus de 600 sociétés agroalimentaires, allant du champ à la table, toutes catégories confondues, y compris pour une organisation onusienne qui est la PAM, avec laquelle j'ai mené plusieurs missions agroalimentaires en Afrique. Il va sans dire, mais il faut le dire, que c'est une expertise de très bonne facture à l'international, une expertise très recherchée sur le continent africain, une expertise d'une autre dimension pour les pays tels que le Cameroun et la RCA, dont j'espère finiront un jour par la saisir. Pour ceux qui ne savent pas, la tomate est un fruit sur le plan botanique. Mais sur le plan culinaire, la tomate est un légume. Ce fruit du soleil, très prisé à travers le monde, est cultivé à l'échelle de 180 millions de tonnes par an. Malheureusement, une partie très importante, estimée à près de 50% de cette production, finit dans la poubelle ou alors est gaspillée, et surtout dans les pays sous-développés à cause du manque des moyens de conservation adéquats. Alors on va débuter cette masterclass de conservation de la tomate par quelques principes de conservation agroalimentaire. Si on maîtrise la science, le reste devient facile. Alors, pour conserver par séchage un fruit comme la tomate, il faut identifier dans la tomate les atouts endogènes de la tomate qui vont lutter contre vous ou alors qui vont lutter pour vous. Alors, vous savez, la tomate est un fruit qui contient beaucoup d'eau. 95% d'eau. Et pour pouvoir la stabiliser, il va falloir réduire drastiquement la teneur d'eau à une teneur en moyenne de 20%. Ça, c'est le premier atout qui va lutter contre vous. La teneur d'eau. Et comment on fait donc pour réduire la teneur d'eau? Il va falloir appliquer de l'énergie. Alors, pourquoi réduire la teneur en eau de la tomate? On le fait pour que l'eau libre, abondante dans la tomate, ne soit pas disponible aux microbes. Alors, vous voyez sur cette échelle-ci, de 100% en teneur d'eau,
vous avez la tomate fraîche qui a 95% d'eau. Lorsqu'on la sèche, jusqu'à obtenir une teneur en eau de 20%, on obtient une tomate séchée. Et si on pousse davantage le séchage, jusqu'à obtenir une teneur en eau de 7%, on peut obtenir donc la poudre de la tomate. Sur cette échelle, vous avez donc les microbes. Vous pouvez voir que l'activité ou la charge microbienne est plus élevée en fonction donc de la teneur en eau. Plus la teneur en eau est élevée, plus la charge microbienne est élevée. Et au fur et à mesure que la teneur en eau baisse, on voit aussi une diminution drastique de la charge microbienne dans la tomate. Alors, je dis bien, dans microbes, il y a les bactéries, il y a les levures, il y a la moisissure. Ces trois organismes ont des modes de survie complètement différents. Lorsque le taux d'eau dans la tomate commence à baisser, les bactéries sont les premiers à quitter le bateau. Et au fur et à mesure que la teneur d'eau baisse, les deuxièmes à vous dire bye-bye dans le bateau seront les levures. Et lorsque on va atteindre les taux plus bas, c'est la moisissure qui finira par partir. Voici pourquoi la moisissure et ces micro-organismes que vous verrez toujours, alors qui est la cause de la pourriture, de la moisissure des tomates. Comment donc on fait pour exercer cette réduction du taux ou bien la teneur d'eau dans la tomate? Alors, il faut appliquer l'énergie. Voilà, la chaleur. Alors, vous voyez sur cette échelle qui va donc de moins 18 à 121. Vous verrez que ici, entre 7 et 45, qui est la bande rouge, c'est la bande dans laquelle les microbes ou bien les micro-organismes peuvent se développer. Et vous savez, les microbes, on le dit, se multiplient à la vitesse, se double toutes les 20 minutes. Alors vous imaginez, si vous avez 1 milliard de microbes sur les tomates, une tomate qui est peut-être éclatée, en un jour, combien de milliards de micro-organismes vont se retrouver dans cette tomate-là. Alors, donc, en technologie agroalimentaire, on va essayer d'appliquer l'énergie. Si vous appliquez le froid, qui est là par exemple, obtenu à partir de 7 degrés en descendant, plus vous allez vers le bas, plus les micro-organismes vont tour à tour déjà ralentir l'activité, et au finish, ils vont entrer en dormance. Et lorsque le froid va se faire plus fort vers les moins 18 degrés, certains vont mourir, certains vont juste hiberner. Comme quoi, le froid ne tue pas les microbes. Bon, il tue certains, mais il ne tue pas tous les microbes. Et si maintenant on ajoute de la chaleur et que la température monte au-dessus de 50 degrés, progressivement, les microbes ou bien la charge microbienne va commencer à diminuer jusqu'à arriver à la mort. Alors la température monte jusqu'à 121 parce qu'il y en a d'autres micro-organismes qui peuvent survivre des températures aussi hautes. Voilà, en ce qui concerne la teneur en eau et la réduction de la teneur en eau. Le deuxième atout ou bien caractéristique de la tomate, c'est sa teneur en acide. Alors, la tomate est un fruit très acide. Alors, vous verrez ici, sur cette échelle, qui va de 14 à, disons, 0. Alors, on dit qu'un produit alimentaire
est très acide lorsque son pH est situé en dessous de 4,6. Vous voyez très bien que la tomate est située ici légèrement au-dessus du citron. Donc le citron est plus acidique que la tomate. Par contre, vous verrez que dans la zone rouge, dont le pH va entre 5 et 8, c'est une zone où la prolifération des microbes est accentuée. Les microbes sont à l'aise dans ce pH-là. Et lorsque le pH va au-dessus de 8, qui est donc un milieu basique, la teneur en microbes va progressivement diminuer et finir par mourir. Alors, les microbes tout à l'heure aiment les milieux qui sont neutres, comme l'eau, entre 5 et 8. Et lorsque le milieu devient aussi très acidique, voilà, ça entraîne la mort. Ça, c'est un facteur qui va lutter pour vous dans le processus de la conservation de la tomate. Alors, avec les deux barrières antimicrobiennes que nous avons, qui est le séchage de la tomate, donc la réduction en eau, et le pH de la tomate qui est acidique, on va venir ajouter donc une troisième couche qui est donc l'apport du sel. Tout le monde sait que le sel a un effet de conservation. Voilà, comme indiqué ici, au fur et à mesure que la teneur ou bien la concentration du sel dans le milieu ou bien dans l'aliment va s'augmenter, la charge microbienne va drastiquement diminuer. Donc, le sel va exercer donc une pression osmotique sur la surface de la tomate et ainsi faisant, effectivement, va rendre le milieu invivable pour les microbes. Voici donc les trois barrières antimicrobiennes qu'il faut savoir, qu'il faut maîtriser pour pouvoir réussir un séchage de tomates et pour qu'elles puissent être conservées à longue durée. Alors, une fois que le décor est posé, on va donc passer à la phase de la démonstration du séchage de la tomate. Mais avant, je vous passe une bande du séchage à grande échelle de la tomate en Égypte. Regardez ça. Alors vous voyez très bien, nous sommes en Égypte, ce pays sec et aride qui produit aujourd'hui près de 8 millions de tonnes de tomates par an. 5e producteur mondial de la tomate, premier producteur africain de la tomate, 2e producteur mondial de la tomate séchée après l'Italie. Si vous allez dans le Luxor en Égypte entre avril et juin, vous verrez des aires de séchage de tomates qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres. L'Égypte a su faire de cette ressource abondante, illimitée et gratuite qui est le soleil, une industrie de la tomate séchée. Aujourd'hui, l'industrie de la tomate séchée en Égypte rapporte plus de 100 millions de dollars des importations. Non, des exportations. L'Égypte exporte pour plus de 100 millions de dollars. Une véritable manne
pour ce pays désertique. Pourquoi ne pourrons pas faire pareil en Afrique subsaharienne, là où les pertes post-récolte de la tomate se chiffrent à plus de 50% au moment où le soleil brûle au zénith. 3 gestes simples. On découpe, on saupoudre et on met au soleil. 3 gestes simples qui règlent définitivement la question du gaspillage post-récolte de tomates. D'un. De 2, qui règlent la question de la pénurie de tomates sur les marchés. De 3, qui créent l'emploi, car derrière le séchage, c'est toute une industrie. En 4, elle réduit drastiquement la question des importations massives de la tomate concentrée en Afrique. Et cerise sur le gâteau, la tomate séchée pèse 10 fois moins que la tomate fraîche. Elle coûte 3 à 4 fois plus cher que la tomate fraîche. Et elle dure plus de 10 fois plus long que la tomate fraîche. Qui a menti les Africains que pour nos cuissons en Afrique, si ce n'est pas la tomate fraîche, c'est la tomate concentrée? Qui nous a menti ici? Nous sommes en 2026 et l'Afrique est encore bloquée à la problématique de la conservation de la tomate. Voici un continent qui ambitionne de devenir un acteur central dans les échanges mondiaux d'ici 2063, mais qui est incapable de résoudre la simple équation de passer d'une tomate fraîche à une tomate séchée, et ce malgré une abondance insolente du soleil partout sur le continent. Lorsque c'est pour crier que nous sommes souverains, on voit nos numéros 1 d'Afrique crier à vive voix dans les sommets de l'Union africaine, de l'ONU, que nous sommes souverains, tout en oubliant que l'une des règles, sinon la règle number 1 de la souveraineté, se trouve dans nos plats. Alors, comment effectuer un bon séchage de tomates? Déjà, il faut choisir la bonne variété, très charnue et ferme, présentant aucun défaut sur toute la structure. Ça, c'est très important. Il faut rincer la tomate ou alors la laver avec une eau potable. Je dis potable parce qu'il ne faudrait pas que l'eau utilisée puisse contaminer davantage la tomate. Alors, il faut la découper, soit en 2, voilà, ou alors on peut la découper en 4 pour accélérer le processus de séchage. Voilà. Et il faut la saupoudrer généreusement. Alors, vous ne pouvez pas mettre de trop de sel, parce que quelle qu'en soit
la quantité que vous mettez. À la fin, c'est de la tomate séchée qui va être utilisée pour la cuisson. S'il y en a trop de sel sur les tomates, ben, vous mettez peu ou alors pas de sel dans la sauce. Aussi simple que ça. Alors donc, une fois que vous aurez donc saupoudré les tomates, hein, vous avez donc peut-être un plateau pareil. Hein, il est important de les couvrir. Hein, vous avez un plastique ou alors une moustiquaire. Voilà, il faut le couvrir et vous le mettez au soleil. Aussi simple que ça. Voilà. Et le soir, vous prenez soin de ramener donc les tomates à l'intérieur. Sinon, la fraîcheur du soir qui est chargée en humidité pourra être absorbée par la tomate et le processus va prendre plus longtemps. En quelques jours de séchage et en fonction de là où vous êtes, vous aurez des tomates séchées comme celle-ci. Alors ces tomates séchées vont vous donner une autonomie dans vos besoins en tomates. Plus besoin d'être victime des fluctuations du prix des tomates. Et plus mieux encore, si vous pouvez vous-même cultiver vos tomates. Et ça ne demande pas beaucoup pour pouvoir faire la culture de tomates. Si vous prenez 10 graines de tomates que vous mettez soit dans le sol ou alors dans un sac, chaque graine de tomate vous donnera une plante et chaque plante de tomate vous donnera en moyenne 5 kg de tomates. Donc sur vos 10 graines de tomates que vous avez sémées, vous obtiendrez 50 kg au minimum de tomates. Et en les séchant, vous aurez au minimum 5 kg de tomates séchées. Si vous utilisez 100 g de tomates séchées par cuisson, vous en aurez pour 50 cuissons. Et comme la tomate peut se faire 2 à 3 fois dans l'année, vous comprenez vite fait que en plantant vous-même vos tomates, vous avez la possibilité de ne plus jamais acheter de la tomate sur le marché. Vous devenez autonome en tomates. Et si vous commencez aujourd'hui à produire vous-même vos tomates à la maison et que vos enfants voient ça, vous pouvez parier sur votre dernier dollar que ces enfants grandiront en produisant eux-mêmes les tomates et en devenant eux-mêmes autonomes en tomates. Et avec ce qui arrive demain, l'autonomie est des prises. On ne peut pas compter sur les tomates qui viennent d'ailleurs. Déjà, vous voyez l'actualité, ce qui se passe. L'heure est à l'autonomie. Produisez vous-même vos tomates, séchez-les et si vous les conservez bien, ces tomates peuvent être conservées pendant 1 an sans problème. Si vous allez vous lancer dans le séchage de la tomate à grande échelle, je recommanderais que ceci se fasse sous serre et surtout dans les pays chauds et humides, comme par exemple dans le Grand Sud du Cameroun où la teneur ou l'humidité parfois peut atteindre 80% et voire plus. Alors que dans un pays comme l'Égypte et dans le Luxor, l'humidité de l'air peut parfois est autour de 40% et parfois elle peut même baisser jusqu'autour de 20%. Ça fait une sacrée différence. La température de l'air dans un serre peut parfois être supérieure à plus de 30 degrés par rapport à l'air ambiante. Donc, optez pour le séchage sous serre pour garantir la qualité et le temps
de séchage de vos tomates. Regardez ici la qualité du séchage des tomates que j'ai fait ce week-end dans un four à la maison. Voilà, ces tomates ont été séchées à 47-48 degrés pendant 17-18 heures. Vous voyez, ça, c'est de la tomate séchée et encore plastique, hein, car il contient encore au moins 20% d'eau. Voilà, ça, c'est de la tomate séchée, faite par moi-même à la maison. Alors, je vais les mettre dans ce bocal. Ok, je vais les conserver ici pour qu'elles ne prennent pas, n'absorbent pas de l'humidité. Certains le mettent dans l'huile comme ici. Voilà. Moi, je le garderai à sec parce que l'huile n'est pas non plus à la disponibilité de tout le monde. Je vais le sécher tel qu'elle est, tel qu'elles sont. Et on se donne rendez-vous d'ici quelques mois pour voir son évolution. Voilà. Il faut s'assurer qu'elle est fermée de manière hermétique et le conserver dans un endroit sec. Voilà. Comme ça, ça va durer autant. Et tout ça, ça fait quoi? Ça va faire à peine 50 grammes, hein? Maxi. Alors, une autre forme de conservation, c'est ce qu'on appelle le cold fill. Voilà, donc on va mettre la tomate dans les bocaux, hein, comme là. Ok, on va y ajouter de l'eau. Voilà, jusqu'au cou. Ok, et on y ajoute le sel. Voilà. Ok. On le ferme de manière hermétique. Ok. Et on fait bouillir. Hein, bouillir pendant un bon bout, hein, que tout l'eau arrive à ébullition. Et lorsque vous le sortez de la marmite, vous assurez que vous reversez dans le récipient pour que toute la partie non couverte par l'eau soit pasteurisée, hein, ça puisse effectivement tuer aussi les microbes qui sont sur ça puisse stériliser, alors voilà, stériliser la surface supérieure à la bouteille. Alors voilà, ça c'est un exemple industriel de cette application qui est là. Et je vous montre ce que j'ai fait il y a 10 ans, s'il vous plaît, en 2016. J'ai fait cet exercice et regardez la qualité de la tomate qui est là, elle a 10 ans. Et dedans, il n'y a que la tomate, le sel, que je fais tout bouillir. Et regardez, il n'y a même pas l'ombre d'une moisissure. On n'en dira pas pour les bactéries ou alors les lévions. Regardez vous-même comment le joint commence à craquer là. Ça montre à suffisance que cette bouteille n'a pas été ouverte depuis une décennie. Regardez. Voilà. Alors, je ne veux pas beaucoup m'attarder sur ce type de conservation car il est très onéreux en équipement. Et ça, ce n'est pas du domaine de l'Afrique car l'Afrique n'a pas les moyens de pouvoir s'offrir des équipements, des contenants qui ne sont pas fabriqués sur son continent. Et l'énergie qui coûte aujourd'hui très cher.
D'autres types de conservation comme sont ceux-ci, voilà, c'est pareil. Mais tout ça coûte excessivement cher car il faut importer l'emballage, ça coûte cher. Pareil, la tomate, la sauce de tomate, ou bien la tomate, voilà. Tout ça coûte excessivement cher car le packaging aseptique coûte excessivement très cher et le processus effectivement de la transformation de la tomate en fruits, en tomate concentrée, tout ça est très énergivore. Ça demande beaucoup d'énergie qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas nous offrir en Afrique. Donc l'Afrique doit baser son développement sur des acquis qui sont abondants et qui sont pratiquement aussi gratuits, comme le soleil. Si aujourd'hui l'Égypte, l'Italie, puis la Californie se partagent la part du lion de l'industrie de la tomate séchée, c'est parce qu'ils ont du soleil. Ils tapent dans la ressource abondante et gratuite qui est le soleil. Pourquoi l'Afrique ne peut pas faire pareil? L'Afrique subsaharienne ne peut pas faire pareil. Si aujourd'hui l'Afrique se met à produire de la tomate séchée en grande quantité, elle va être compétitive, elle va être leader parce que l'Afrique a ce que d'autres n'ont pas, qui est le soleil gratuit et en abondance pendant toute l'année. Voilà sur quoi le développement agricole est une stratégie, c'est de la stratégie pure et simple. Et il faut effectivement qu'autour des numéros 1 d'Afrique, qu'il y ait des stratèges. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de la conservation de la tomate pour maintenir la longueur de la vidéo très courte. Je vous donne rendez-vous ici, sur ce champ de bataille, dans un futur très proche, où je vais vous parler cette fois-ci de la crise de la tomate au Cameroun et des pistes pour pouvoir transformer la tomate à une véritable industrie, comme en Californie, comme en Égypte. D'ici là, je vous dis bye bye.